Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai mentionné dans une vidéo précédente, aujourd'hui on va parler du King. Non pas le Lion King qui est ici, mais on va parler du vrai King. Donc aujourd'hui je vais vous faire un peu un top 5 qui sera un peu subjectif des meilleurs romans pour moi qu'a écrit actuellement Stephen King. Donc évidemment comme vous pouvez vous en douter, ce classement en quelque sorte il peut varier très facilement. Tout dépend un peu de ce que j'ai envie de lire actuellement, etc. Mais c'est juste voilà, un classement sur le moment. Quels sont les 5 meilleurs romans que Stephen King a écrits. Donc, c'est parti, on commence avec le cinquième. En cinquième position, j'ai choisi ce roman-là, qui est donc Revival. Alors, c'est un roman qui est assez délicat à décrire parce que l'histoire est assez complexe à expliquer en tout cas. Elle est ensuite très simple à lire. Alors, ça nous raconte l'histoire de deux personnages centraux, on dirait, que sont donc Jamie, un petit enfant au début de l'histoire, et un révérend, qui est Charles Jacob. Un jour, Charles Jacob va arriver donc dans une ville du Maine où vit Jamie. Ils vont être très proches, enfin très proches. Lui, Jamie donc est un enfant d'une dizaine d'années, et l'enfant va tout de suite bien s'entendre avec le nouveau révérend de la ville. Un jour, il y a la famille du révérend, donc la femme et les deux enfants, qui vont se, non, et le fils pardon, qui vont se tuer dans un accident de voiture. Après le décès donc de sa femme et de son fils, le révérend va décider de quitter la ville et d'arrêter toute activité liée à la religion. Les trois quarts du livre ensuite se situent 30 ans plus tard, où donc on suit Jamie, donc qui était un enfant à l'époque, qui maintenant est devenu, on pourrait décrire comme étant une épave, un drogué, un shooté, tout ce que vous voulez. Ça se voit donc psychologiquement, il est très atteint, et également physiquement, il a un physique complètement dégradé. Et un jour, il va rencontrer de nouveau le révérend. Jamie va alors se rendre compte que le révérend est devenu complètement accro à tout ce qui se rapproche, à tout ce qui se rapproche de l'électricité. Que ça soit donc la foudre en elle-même, que ça soit ensuite des petites machines qu'il va créer lui-même, qu'il va fabriquer lui-même à partir donc de l'électricité. Et avec ces machines-là, il essaye de sauver des gens. Sauver des gens, je m'explique, il essaie par exemple de les sauver d'un cancer, d'une pneumonie, en l'occurrence là de la dépendance à la drogue. Et c'est pour ça qu'il va proposer à Jamie de le sauver. Il va lui dire, si tu veux, moi, j'ai créé une machine, je l'ai encore jamais testée, et si tu veux, je peux essayer de la tester sur toi, et je peux te garantir que quelques heures après que tu aies mis cette machine sur ta tête, eh ben, tu ne seras plus dépendant. La drogue, limite, te dégoûtera. Et ça va être, en fait, une histoire qui est un peu bizarre. C'est énormément de... Il y a de la religion, ouais, il y a un peu de religion au tout début, mais c'est surtout du fanatisme, mais pas envers la religion, envers donc l'électricité. Le révérend est devenu complètement un peu fou depuis la mort de sa femme et de son fils. Et donc depuis, il essaie de créer énormément de choses liées à l'électricité. Pour être honnête, c'est assez délicat de parler de ce roman parce que vous dire, voilà, en gros, vous allez voir un mec qui crée des objets qui vont aider des gens à ne plus être malades et qui sont des objets qui marchent avec l'électricité. C'est un peu délicat à vous décrire et c'est un peu délicat à vous donner envie de l'acheter, on dira. Parce que là, forcément, vous vous dites, ouais, c'est pas terrible, c'est un mec qui crée des trucs avec l'électricité. L'histoire est un peu plus complexe que ça, évidemment, je vais pas vous décrire qu'est-ce qui se passe exactement dans le roman, sinon il y aurait plus de secrets. Moi, j'ai mis ce roman à la 5e place, tout simplement parce que il est pas mauvais en soi, il est assez bon. On aime énormément suivre la relation que va avoir Jamie, donc le Jamie adulte drogué avec le révérend. Mais par contre, on a des passages qui sont pas très intéressants. On a parfois 10 à 15 pages qui, vous les lisez, mais ça n'a servi à rien si vous voulez. Ces pages n'apportent rien à l'histoire. Et on a également une fin, je vous la décrirai pas évidemment, qui est, pour moi en tout cas, très mauvaise. À l'arrière du livre, elle est même écrit une des fins les plus surprenantes que Stephen King a écrit. Non, c'est une des fins les plus merdiques pour moi que Stephen King a écrit. Donc voilà, pourquoi je ne veux pas mettre ce roman mieux classé, on dira. Mais voilà, il reste quand même assez bon. En lisant le Psygnosis à la fin, c'est vrai que c'est délicat de vouloir lire ce roman. En tout cas, pour moi. Quand vous lisez juste, voilà, ça parle d'un mec fan de l'électricité qui va essayer de sauver des gens. C'est très bizarre et c'est vrai que ça peut ne pas donner envie de le lire. Mais pourtant, croyez-moi, il est quand même assez bon. Et donc, il mérite amplement sa 5e place. Alors en 4e position, j'ai choisi 2 livres qui sont un peu en quelque sorte le tome 1 et le tome 2. Le premier, c'est boom, Mister Mercedes. Et le suivant, qui est sorti une année plus tard, c'est Carnet Noir. Et il y en aura également un 3e tome qui viendra bâcler cette trilogie qui sortira au mois de mai, je crois. Alors dans Mister Mercedes,
l'histoire commence direct. On voit un attroupement de gens devant l'équivalent d'une agence Pôle emploi, on dira, qui veulent absolument trouver un boulot. Il y a un gros recrutement dans la journée, donc du coup il y a énormément de demandeurs d'emploi qui sont devant l'agence Pôle emploi, on dira. Et il y a un mec qui arrive avec une Mercedes et qui va rentrer dans tout le monde. Malheureusement on connaît un peu ça. Qui va tuer énormément de gens et qui va réussir à s'enfuir. Et donc la trame de l'histoire, ça va être, on va suivre un enquêteur qui est à la retraite, mais donc qui va sortir de sa retraite pour pouvoir tout faire, qui va tout faire pardon, pour essayer d'arrêter donc ce mec-là. C'est très très prenant. On a un psychopathe qui est très fou, mais qui est très intelligent également. Donc du coup, on prend énormément, encore plus de plaisir à suivre cette histoire parce que disons que l'assassin n'est pas débile, si vous voulez. Il est fou, ouais, c'est clair, c'est un fou furieux, c'est un malade mental, mais en soi, sinon, il est intelligent. Et ils se font parfaitement dans la masse, avec un travail, il se force un peu, si vous voulez, à avoir des amis pour vraiment paraître comme étant le garçon plus ou moins normal. D'ailleurs, on apprendra qu'avant d'être parti à la retraite, cet enquêteur-là a tout fait pour déjà arrêter cet assassin, mais il n'y est jamais arrivé. Et donc du coup, c'est vraiment une histoire qui lui est toujours un peu restée en travers de la gorge, on dira, parce qu'il n'est jamais arrivé à l'arrêter. Et donc même en étant à la retraite, il va continuer à essayer d'attraper ce mec-là. Et en fait, ce qui est très vicieux également, c'est qu'on va voir que l'assassin, limite, il voit donc l'inspecteur tous les jours. Parfois même, ils vont presque, on dira, se serrer la main. Sauf que l'inspecteur ne sait pas que juste en face de lui, le mec qui est en train de lui serrer la main, c'est celui qui l'a fait galérer. L'inspecteur, même en étant à la retraite, il l'a toujours vraiment très en travers de la gorge, comme j'ai dit, le fait qu'il n'ait pas réussi à attraper ce mec-là. Donc ça va être ça en gros la trame de l'histoire. On va suivre donc un chapitre, c'est l'assassin, on dira comment lui il se démerde dans la vie, tout ça, tout en étant timbré totalement. Et un chapitre, ça passera également à l'inspecteur, comment il va s'arranger pour essayer de se créer des contacts, pour essayer au final d'arrêter le meurtrier. Le tome 2, enfin dans Carnet Noir, on va suivre encore une enquête différente du même inspecteur. Dans ce livre-là, il y a un écrivain, un romancier, qui va décider de prendre sa retraite. Sauf que malheureusement pour lui, il a énormément de fans, mais il a un fan en particulier qui est complètement débile, qui est complètement fou, c'est un fanatique en fait. Et donc il va être tellement dégoûté d'apprendre que son auteur préféré arrête et donc n'écrira pas la suite de ses précédents livres. Et donc du coup il va décider d'aller le trouver et d'aller le tuer. L'histoire commence comme ça. C'est une enquête policière mais toujours avec une tendance un peu sombre parce que on a affaire à des criminels qui sont des fous furieux, que ce soit dans Mister Mercedes ou dans Carnet Noir. Et donc le tout est très très bien écrit. J'ai adoré ces deux livres-là. Alors en troisième position, on a le roman boom, Joyland. Joyland, ou Joyland, comme vous voulez. Il faut savoir que sur Amazon, j'avais regardé un peu les critiques avant de l'acheter. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui le critiquaient. Je vais vous expliquer un peu. Tout simplement parce que c'est vrai que Stephen King, on a l'habitude, logiquement, qu'il y ait pas mal d'horreur ou qu'il y ait pas mal de suspense. Et c'est vrai que dans ce roman, c'est pas du tout le cas. C'est une histoire qui n'a rien à voir. Enfin, on pourrait ne pas croire que c'est Stephen King au final. Énormément de gens critiquaient un peu sur Amazon en mettant genre 1 ou 2 étoiles sur 5 en disant ouais, Stephen King nous a habitués à de l'horreur et puis là il fait plus de l'horreur donc c'est pas bien. Alors ça, c'est des critiques qui sont un peu, pour moi, qui sont dommages parce que Stephen King c'est le maître de l'horreur, on est d'accord, mais il fait pas que ça. Il fait énormément d'histoires. Par exemple, il a fait une enquête, des enquêtes policières sur différents romans. Et donc du coup, ça m'avait intéressé justement de voir toutes ces critiques là. Je me suis dit, puisque beaucoup de personnes le critiquent, bah tiens, vas-y, je vais aller lire. Je vais aller lire et on verra si au final les gens, pour moi, voilà, ils sont dans le vrai ou pas. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui nous change de d'habitude, puisqu'il n'y a pas du tout d'horreur dans ce roman. Si vous êtes amené à le voir en magasin celui-là, et que vous lisez le petit synopsis derrière, c'est vrai que vous allez vous dire, putain, ça a l'air de faire peur, puisque à l'arrière, et en gros, il est dit comme quoi, si vous avez peur des fêtes foraines, si vous avez peur des clowns, si vous avez peur des recoins noirs, alors, ce livre est fait pour vous. C'est ce qui est écrit à l'arrière du bouquin. Et ça n'a rien à voir. L'histoire n'a absolument rien à voir avec des clowns qui font peur. Ça n'a rien à voir avec un meurtrier qui est caché dans une fête foraine. Enfin, voilà. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais disons que si vous vous référez au synopsis, évidemment, vous serez déçu. Donc c'est pour ça, en fait, je vais vous dire de quoi ça parle. Et ne vous fiez pas à ce qui est indiqué à l'arrière du livre. Dans cette histoire, on va suivre la vie
qui est des plus normales, d'un personnage qui est des plus également normales. Donc c'est vrai que ça pourrait paraître ennuyeux, parce qu'on va suivre en fait l'évolution d'un jeune qui arrête, je crois, ses études et qui va décider de trouver un boulot. Son boulot, il va le trouver dans une fête foraine. À partir de là, il va vivre dans, il me semble, une auberge de jeunesse où il va rencontrer d'autres personnes qui vont également aller bosser dans cette fête foraine. Et en fait, on va les suivre tout au long de leur... D'abord, c'est les vacances, parce qu'ils vont bosser là-bas pendant les vacances. Et ensuite, lui va se dire, j'ai aimé la fête foraine, donc je vais continuer à travailler là-bas. Et donc, je vais arrêter mes études. L'histoire parle de ça au tout début, donc c'est vrai que ça pourrait paraître ennuyeux. Mais en fait, l'histoire est tellement bien écrite, c'est tellement... Alors, c'est bizarre à décrire. Si vous ne le lisez pas, forcément, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je veux dire, mais c'est écrit avec douceur. C'est beau ce que je dis, hein. C'est très très beau ce que je dis. Mais voilà, c'est écrit vraiment, c'est très propre, c'est très net. À chaque fois, rien que le mec va travailler, rencontre des personnes sur son lieu de travail, va leur parler de ça, etc. Va commencer à apprendre à connaître certaines nouvelles personnes. Il va s'attacher à elles, etc. C'est pas grand-chose, mais c'est tellement bien écrit que ça en devient très touchant. À chaque fois, voilà, il se lève le matin, on a envie de voir ce qu'il va faire de sa journée. Ça peut paraître un peu con, hein, mais réellement, c'est génial. Il est possible même que j'aurais pu mettre ce livre en première position, c'est pour vous dire. Je le trouve vraiment excellent. Il ne se passe pas énormément de choses, sauf à la fin où il s'en passe beaucoup. Mais disons que suivre l'évolution de ce personnage dans sa nouvelle vie, on dira, ça sera vraiment pas mal. C'est une histoire qui est très propre, et comme je vous dis, la manière dont elle est écrite, ça nous donne toujours envie de la lire parce que c'est écrit avec douceur, voilà. C'est très très beau, retenez-le ça, c'est écrit avec douceur, et donc achetez-le. Alors en deuxième place, pareil, j'aurais facilement pu le mettre à la troisième comme à la première place. C'est juste génial. J'ai pris pas mal de temps à le lire parce qu'il est assez grand, il est assez long, pardon, il est assez gros, il y a plus de 1000 pages. C'est Boom, 22 novembre 1963. Je vous avais montré il y a quelques vidéos de ça et je crois qu'il y a 2 mois comme quoi je l'avais acheté. Alors de quoi parle ce roman? Il est génial. Alors de quoi il parle? Ça parle de Jack Epping, qui est un professeur d'anglais, qui tous les jours, quasiment tous les jours, va manger au même restaurant, une sorte de petit fast-food. Un jour, le gérant du restaurant va le voir et va lui expliquer qu'il est très malade, qu'il a un cancer et il va vouloir lui montrer quelque chose d'important. Il va le suivre à l'arrière du magasin et il se trouve qu'à l'arrière du magasin, il y a un passage, oui c'est un peu de la fantaisie, il y a un passage qui amène les gens qui prennent ce passage en 1958, je crois que c'est en 1958. Donc juste quelques années avant l'assassinat de John Kennedy. Et donc, le gérant du bar, du fast-food, va lui dire, bah voilà, je vais bientôt mourir. Moi, ça fait plusieurs fois déjà que je fais des allers-retours entre le passé et le présent. Et je cherche toujours par tous les moyens à faire une chose qui me tient à cœur, c'est essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Donc là, eh ben, il va accepter. Bon, alors après de multiples conversations, etc., John Epping va accepter, sauf qu'évidemment, il va falloir qu'il fasse un trait pendant un petit trait sur sa vie actuelle pendant un petit moment, puisque de 1958 à 1963, soit la date de l'assassinat, enfin du présumé assassinat, eh bien, il va devoir vivre dans le passé. À partir du moment donc, où il va accepter, il va se préparer, on dira, et donc il va emprunter ce passage et se rendre en 1958 aux États-Unis. Donc, déjà, évidemment, énormément de choses vont changer, enfin, vont le changer lui, puisque les traditions, les mœurs des États-Unis de 1968 ne sont pas les mêmes que celles de 2015, on dira. Et donc, du coup, il va devoir plus ou moins se fondre un peu dans la masse, donc changer quasiment toutes ses habitudes qu'il avait auparavant, et que ce soit psychologique, que ce soit dans les faits et gestes de tous les jours, mais également physiquement. Après en avoir appris davantage sur l'assassinat de John Kennedy, qui le tue, à quel moment, que faisait la personne avant de le tuer, d'où venait-elle, etc. Après avoir enquêté un peu sur tout ça, et de 58 à 62, 63, il va devoir vivre par lui-même, on dira. Donc il va devoir trouver un logement, il va devoir trouver un boulot, il va redevenir professeur, mais dans le passé cette fois-ci. Voilà, il va devoir un peu devenir l'américain de tous les jours, quoi. Une personne comme les autres. Donc dans ce roman, on a également énormément de petites références à ce qu'étaient les États-Unis à cette époque-là, en 58. Évidemment, il y a une grande différence entre 58 et donc 2015 et donc maintenant. Et on voit qu'il s'est énormément renseigné, si vous voulez. Avant d'écrire ce livre, on voit qu'il a essayé d'obtenir le maximum d'informations pour écrire quelque chose qui peut être crédible avec la réalité. Comment vivaient les gens à cette époque,
au niveau de l'argent, au niveau de la vie de tous les jours. Et c'est vrai, donc, nous, on va en apprendre beaucoup sur les États-Unis à cette époque, sans que ça soit très lourd, si vous voulez. Ça va pas être la lourdeur où, oh là là, on va apprendre plein d'informations, on n'a pas envie, on s'en fout. Non, non, on va les apprendre petit à petit, très proprement. En fait, si vous voulez, on va les apprendre en même temps que le personnage les apprend. Bien évidemment, pour embellir le tout, il y aura une petite histoire d'amour entre Jack et Ping et une femme qu'il va rencontrer en 58 ou en 59. Voilà, ça va rendre un peu ce monde sombre et noir, ça va le rendre un peu joyeux, un peu pétillant. Donc en toute première position, je vais vous mettre le premier roman de Stephen King que j'ai lu tout simplement et qui est encore le roman qui m'a énormément marqué. Ça peut être rare de lire un livre et de se dire « Ah tiens, ça m'a fait un petit frisson à ce moment-là ». Bon, évidemment, il faut se mettre dans les conditions optimales pour le lire. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et je crois qu'il y a 2 ans quand j'ai lu ce roman, c'est boom, Shining, qui est très connu. On connaît également le film qui est pour moi pas de bonne qualité, mais bon, peu importe. Pour Stephen King d'ailleurs non plus, il n'est pas de bonne qualité le film. Donc Shining, je vais le dire pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que beaucoup de ceux qui sont fans de romans le connaissent. On va suivre une famille. Donc le père est alcoolique, il était prof avant, il est devenu alcoolique et il se trouve qu'on va lui proposer un travail dans un hôtel. L'hôtel va fermer, donc tous les occupants de l'hôtel vont partir et donc lui et sa famille, leur travail en quelque sorte, ça va être donc de s'occuper d'entretenir cet hôtel jusqu'à sa réouverture, je crois 3 mois plus tard. Donc lui, le père, il est un peu fou. Il y a également le fils qui a un don, Danny, qui a le don de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Petit à petit, en restant dans l'hôtel, il y a Danny déjà qui va commencer à entendre énormément de voix dans cet hôtel, qui va commencer à voir énormément de gens, on dirait. Et donc ça va déjà mettre une ambiance un peu bien sinistre dans cet hôtel. Et tout en même temps, on a le père qui lui aussi, à cause de son addiction à l'alcool, etc., va commencer à entendre des voix, va commencer à voir des gens. Et là, le père va sombrer, en gros, petit à petit. Plus on avancera dans le roman, et plus il sombrera dans la folie, où parfois il entendra des voix qui lui diront d'aller tuer son fils, d'aller tuer sa femme. Voilà, une ambiance comme on les aime au final. Là, pour moi, on a en quelque sorte le summum de, peut-être pas de l'horreur, mais en tout cas du suspense. C'est très stressant. Quand on lit que Danny, par exemple, il entend des voix, il va marcher dans le couloir qui fait à peu près 100 mètres de long, et dans le couloir, il voit des ombres, machin. Vraiment, c'est très stressant quand vous vous mettez dans les conditions pour le lire. Évidemment, si vous le lisez à la plage, vous aurez peut-être pas vraiment de stress, vous voyez. Donc voilà, on a un très très bon roman, énormément de suspense. Les personnages sont très attachants. Danny, donc le petit gamin, dans le film, il m'énerve, c'est incroyable. Je vous mettrai une photo de l'acteur là, je suis désolé, mais vraiment, il m'énerve cet acteur là, enfin le gamin. Le livre est excellent. J'ai fait le tri, j'ai fait mes choix. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes fan de Stephen King, et s'il y a un roman que vous avez lu qui est de Stephen King et que je n'ai pas mis dans ce top 5, dites-le moi. Comme ça, au moins, on partagera un peu nos avis. Alors pour la suite, je suis déjà en train plus ou moins de préparer une vidéo sur 2 mangas. Ça sera un peu un bilan manga. Il y a 2 séries qui viennent de se terminer là il y a quelques jours. Les derniers tomes sont sortis. Et je vais vous en parler un peu, vous dire mon bilan. Voilà, il y a une série qui vient de se terminer. Ce que j'en ai pensé au final. Est-ce que ça valait vraiment le coup de la commencer? Est-ce que ça valait le coup de la finir? Voilà, je vous dirai un peu tout ça. Je ne vous dis pas de quel manga il s'agit. Vous verrez certainement en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter pour me dire vraiment ce que vous avez pensé de ce top 5, s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas du tout. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!